Fabien Lotte pour parler d'interaction homme-machine. Venez me rejoindre, Fabien. Alors vous êtes chercheur INRIA à Bordeaux. C'est ça. Et votre équipe projet, c'est l'équipe projet Potioc. Le Potioc, c'est autre chose que c'est pas qu'une équipe projet. C'est pas qu'une équipe projet, c'est aussi un poney des Pyrénées. Un poney des Pyrénées, voilà, c'est ça, exactement. Le Potioc. Ça s'écrit pas pareil. D'accord. Mais ça se prononce comme ça. Ouais. Donc vous, votre sujet, c'est d'essayer de rendre les interfaces cerveau-ordinateur. Donc il s'agit vraiment de piloter éventuellement des ordinateurs avec son cerveau, directement avec des ondes cérébrales, et rendre ces interfaces plus fiables, plus rapides. Alors, il y a beaucoup de gens qui font ça, mais ils s'attaquent au projet à ce sujet en essayant de travailler les ordinateurs, si je puis dire. Et vous prenez ça par un autre bout complètement original. C'est quoi le bout par lequel vous prenez Par l'humain. Ah voilà, c'est ça. Vous, ce qui vous intéresse, c'est l'humain. Et donc, voilà, on vous écoute. Donc effectivement, moi je travaille sur un domaine qui s'appelle les interfaces cerveau-ordinateur, ou BCI. Donc c'est l'acronyme anglais pour Brain Computer Interface. Et donc une BCI, c'est quoi en fait? C'est un système de communication qui va permettre à un utilisateur d'envoyer des commandes et des messages à un ordinateur en utilisant uniquement son activité cérébrale. Donc vous avez un exemple. Alors normalement il y a une vidéo. Est-ce qu'elle se lance? Oui, voilà. Donc vous avez un petit exemple ici où il y a une personne dont on mesure l'activité cérébrale avec des capteurs sur la tête. Et en fait, dans cette vidéo, la personne elle peut bouger la balle que vous voyez à l'écran vers la gauche ou vers la droite. Vous allez voir la balle qui va apparaître, en imaginant des mouvements de la main gauche ou de la main droite. Alors elle est toute petite la balle. Hein, ouais, la balle est petite et la vidéo est petite. Mais non, d'accord, je l'ai vu moi. Voilà. Et donc, en fait, ces mouvements imaginés des mains gauche et droite vont être reconnus par la BCI. Donc ça, c'est un exemple de BCI. Ça marche bien. Ça marche, mais ça marche pas bien justement. C'est bien tout le problème. Et donc en fait, ces BCI, comme elles permettent d'interagir avec l'environnement sans aucune action physique, elles sont très prometteuses pour de nombreuses applications. Par exemple, pour les applications de contrôle de communication pour des personnes gravement paralysées, comme par exemple ici pour contrôler un fauteuil roulant, en imaginant des mouvements de la main gauche ou de la main droite pour faire tourner le fauteuil roulant à gauche ou à droite. Mais ça peut aussi servir pour les applications de divertissement, par exemple des applications de jeux vidéo ou de réalité virtuelle, comme par exemple dans la vidéo à droite, qui ne marche pas non plus, où la personne peut naviguer dans un environnement virtuel en imaginant des mouvements des pieds pour avancer dans l'environnement virtuel. Et ça marche? Pas mal. Donc ça marche, okay. Mais effectivement, j'y viens, ça marche pas bien. Ça marche pas bien, et donc en fait en pratique les BCI sont encore très peu utilisées en dehors des laboratoires parce que justement elles ne sont pas fiables. Elles ne sont pas fiables, ça veut dire qu'elles se trompent régulièrement dans la commande mentale reconnue par le système. Donc la personne imagine un mouvement de la main droite, mais le fauteuil roulant il va à gauche. Et on sait aussi qu'il y a environ 10 à 30% des personnes qui n'arrivent pas du tout à utiliser ce genre de système. Donc si on veut vraiment que les BCI puissent tenir leurs promesses et sortir des laboratoires, il faut qu'on rende ces systèmes plus fiables. Donc la question que se pose toute la communauté de recherche en BCI, c'est justement comment faire pour rendre ces systèmes fiables. Donc pour l'instant, la plupart des recherches du domaine, et les miennes y compris, on s'est intéressé donc à l'ordinateur. On a cherché à concevoir des programmes et des algorithmes qui vont analyser et traiter les signaux cérébraux, que vous voyez ici sur l'écran, de façon à les traduire de manière fiable en une commande pour l'application. Donc ça a permis d'améliorer les choses, mais les BCI ne sont toujours pas fiables. Et en fait, c'est normal, parce qu'une interface cerveau-ordinateur, comme son nom l'indique, il n'y a pas qu'un ordinateur, mais aussi un cerveau, avec l'utilisateur qui est autour. Et ça, c'est important, l'utilisateur. Et en effet, c'est important parce que, même si on avait des algorithmes et des programmes qui étaient parfaits, si l'utilisateur n'est pas capable de produire des signaux cérébraux qui servent à piloter la BCI, alors ça ne marchera pas. En effet, on sait qu'apprendre à contrôler une BCI, c'est comme apprendre à faire du vélo, c'est une compétence. Plus on pratique, mieux on y arrive. Et donc du coup, si on veut que les BCI soient fiables, il faut qu'on arrive à entraîner nos utilisateurs à contrôler le système et à produire des signaux cérébraux qui vont être bien reconnus par la BCI. Malheureusement, ça c'est quelque chose qu'on ne sait pas bien faire pour l'instant. On ne sait pas pourquoi il y a des gens qui y arrivent et pourquoi il y a des gens qui n'y arrivent pas. On ne sait pas pourquoi ça marche et des fois pourquoi ça ne marche pas. Et on ne sait pas non plus comment faire pour apprendre aux gens efficacement à contrôler ce genre de système. Donc justement, dans mon projet ERC qui s'appelle Brain Conquest, on va justement chercher à résoudre ces questions. On va chercher à développer des connaissances, des modèles et des outils, de façon à comprendre et à redéfinir la façon dont on apprend aux gens à contrôler une interface cerveau-ordinateur. Et on espère bien que ça va permettre de décupler drastiquement la fiabilité du système. Donc c'est un projet qui a été accepté récemment, donc à la fin de l'année dernière, donc qui n'a pas encore commencé. Il va commencer dans les mois qui viennent. Et donc on espère bien s'attaquer à ce problème dans les 5 prochaines années. Donc en particulier, on va chercher à répondre à certaines questions. Par exemple, qui peut apprendre à contrôler une BCI ? Quel type de personnalité ou quel type de compétences cognitives il faut pour piloter une BCI.
On va aussi chercher à comprendre qu'est-ce qu'on apprend avec une BCI, qu'est-ce que ça change dans l'activité cérébrale, qu'est-ce qu'il faut pour apprendre et comment on apprend. Donc on va développer des théories et des modèles pour expliquer ça. Et ensuite, à partir de ça, on va essayer de fournir de nouvelles façons d'entraîner les gens, de nouveaux feedbacks, de nouvelles informations à afficher, de nouveaux exercices d'entraînement, de façon à motiver et à guider l'apprentissage. Donc juste pour donner très rapidement quelques exemples, on a déjà des premiers résultats. Par exemple, on a pu montrer que les gens qui arrivaient bien à se servir de BCI, c'est des gens qui sont capables de bien se représenter mentalement des images 3D dans leur tête. Et on a aussi proposé des entraînements, par exemple basés sur des jeux vidéo contrôlés par BCI, dont la difficulté s'adapte aux capacités de l'utilisateur à contrôler la BCI. On a aussi proposé des compagnons d'apprentissage qui vont motiver l'utilisateur en lui donnant des conseils et des encouragements pour qu'il persévère dans son apprentissage. Donc bien sûr, c'est juste le début, mais j'espère bien que dans 5 ans, au terme du projet, on sera capable de proposer des entraînements efficaces pour des personnes gravement paralysées pour qu'elles puissent contrôler des prothèses ou des fauteuils roulants grâce à une BCI. Merci de votre attention. Merci Fabien, on va continuer. Et notamment, ça m'intéresse de parler avec vous de la préparation. Comment est-ce que ça s'est passé, votre préparation? C'était tout récent, puisque vous venez d'avoir votre subvention qui a été accordée. Alors la préparation, c'était, donc on va reparler de Jean-Pierre, c'était essentiellement avec Jean-Pierre Banâtre. Et comme on l'a dit, clairement, Jean-Pierre, merci encore, parce que vraiment c'était très important. Moi je ne le connais pas, il est où Jean-Pierre Banâtre? Il se cache là derrière. D'accord. Et donc clairement, les conseils de Jean-Pierre ont été très très précieux. Enfin, avec tous les lauréats ERC qui discutaient, on dit la même chose. Et Jean-Pierre, il va vraiment nous pousser à vraiment écrire quelque chose de précis, quelque chose d'innovant. Il va vraiment nous challenger à ce que ça soit bien écrit et que ce qu'on fasse, ce soit vraiment... il va nous pousser, il va pas hésiter à nous rentrer dedans si on fait un truc qui n'est pas intéressant, mais du coup, on va vraiment écrire quelque chose qui est bien au final, quoi. Et pareil pour la préparation de l'oral et de l'écrit. Donc ça, c'était vraiment très important. Et donc, effectivement, comme disait Antoine avant, même si on n'avait pas eu le RC, en fait, on aurait appris déjà beaucoup de choses rien qu'avec cette étape de préparation. Donc ça, c'était très intéressant. Et sinon, j'ai eu beaucoup d'aide de mes collègues aussi, à qui j'ai aussi soumis ma pré-proposition de projet, avec qui j'ai préparé les slides. Donc, par exemple, j'ai eu une aide d'une collègue qui m'a refait mes slides, parce qu'apparemment, je fais des slides moches. Et donc, voilà. Donc, merci à elle. C'est juste le côté esthétique. Oui, c'était le côté esthétique. Même ça compte. Hein. Donc c'est un peu une victoire d'équipe finalement. Enfin voilà, vous êtes très très encouragés, mais on voit bien qu'il y a autour de vous toute une espèce de groupe un peu solidaire qui s'agrège pour vous aider et vous tenir. Si tout à fait. Ouais. Clairement, heureusement qu'il y avait les collègues tout autour, parce que au-delà de la préparation aussi, toutes les idées qu'il y a dans le projet, c'est un échange de plein d'idées qui s'est évolué au cours du temps avec les collègues. Et donc clairement, c'est important. Donc du coup, j'étais content de leur offrir des bouteilles de champagne qu'on a appris que le projet était sélectionné. Et il y avait un pari, quelqu'un qui vous avait dit tu viendras en costume si... Oui, il y avait une collègue qui m'a dit tu as une ERC, tu viens en costard au labo. Donc évidemment, c'est pas trop dans la culture de l'équipe le costard, donc c'était pour ça que c'était un pari. Donc j'ai pas tenu le pari, mais je suis venu en chemise hawaïenne quand même. Pas mal, beau. Bel effort. Donc excité que ça commence? Oui, voilà, donc ça n'a pas encore commencé, ça devrait commencer dans les mois qui viennent, donc je suis très impatient que ça commence. J'ai déjà des candidats pour certains postes, donc qui sont aussi très motivés pour que ça commence, donc on attend ça avec impatience. Vous attendez l'argent? Voilà, pour pouvoir embaucher du coup les collègues avec qui on va travailler. D'accord. Merci beaucoup Fabien Lotte. Je vous en prie.